Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du 12e et dernier empereur de Chine de la dynastie Qing. Puyi abdique à 3 reprises et connut toutes les évolutions et les tragédies de la Chine moderne, de la fin de l'Empire à l'avènement du communisme en passant par la conquête japonaise. Partons ensemble à la découverte du dernier empereur de Chine. Au milieu du 19e siècle, l'Empire chinois entre dans une phase de déclin. Écrasée militairement par les puissances européennes au cours de la guerre de l'opium, la Chine doit concéder des ports et signer des accords commerciaux en sa défaveur, qu'elle surnomme traités inégaux. Le pouvoir impérial est exercé par la dynastie Qing, une dynastie qui règne sur la Chine depuis 1644 et qui, contrairement à la majorité de la population, n'est pas d'ethnie Han, mais originaire de la Mandchourie, une province vaste comme la France. Située à l'extrême nord-est de la Chine, l'autorité des Qing est de plus en plus contestée et un sentiment anti-mandchou gagne la population. Avec l'ère Meiji, l'empire du Japon a, contrairement à la Chine, réussi son ouverture au monde extérieur et sa transformation en nation industrialisée moderne. Le Japon annexe en 1879 l'archipel situé entre le Japon et Taïwan sous suzeraineté chinoise. Intervenant en Corée, les Japonais battent les Chinois en 1895, les contraignant à signer, faisant perdre à la Chine sa suzeraineté sur la Corée, tandis que le Japon annexe Taïwan. La défaite de la Chine face au Japon, considéré jusque-là comme une puissance secondaire, est une humiliation considérable pour le pouvoir Qing. À la mort prématurée en 1875 de son fils l'empereur Tongzhi, l'impératrice douanière Cixi favorise la montée sur le trône de son neveu Guangxu, alors âgé de 3 ans. L'éviction du prince Yingqi et la mort de l'impératrice douanière laissent en 1881 Cixi seule régente de l'empire. La corruption se généralise dans l'administration impériale. L'empire chinois est militairement affaibli par la perte de sa flotte modernisée dans la guerre contre le Japon. La domination des puissances étrangères sur la Chine rend de plus en plus évidente l'arriération technique et politique de la Chine. Le pouvoir chinois tente d'améliorer la situation en modernisant son armée, créant la nouvelle armée, équipée et organisée à l'occidental. En 1901, la fameuse révolte des Boxers prend fin. Ce mouvement opposé au système colonial et à la dynastie Qing fut fortement écrasé. La Chine se voit contrainte d'accepter un traité d'alliance aux puissances occidentales et de payer un lourd tribut aux vainqueurs. Cette nouvelle humiliation renforce les oppositions au régime, tel Sun Han-sen qui désire renverser la monarchie et instaurer la République. À Pékin, le pouvoir est dirigé par l'impératrice douairière Qinshi, veuve de l'empereur Xianfeng, qui règne de 1850 à 1861. Celle-ci mène un coup d'État le 20 septembre 1898, évinçant son neveu l'empereur Guangxu, qui voulait mettre en place une politique de modernisation sur le modèle japonais pour tenter de sauver le régime impérial de la Chine. L'empereur est retenu prisonnier dans un pavillon de la cité interdite, coupé de tout contact avec le monde extérieur. En 1905, la victoire du Japon dans la guerre contre la Russie finit par convaincre la conservatrice Ching Ching de l'opportunité d'une modernisation afin de libérer l'empire de la tutelle occidentale. L'impératrice délivre ce plan à son homme de confiance, le général Wang Shikai. Nommé vice-roi, ce dernier prépare une constitution. Mais ces réformes arrivent bien trop tard pour rallier les opposants qui œuvrent déjà à l'instauration d'une république. Le 14 novembre 1908, l'empereur Jiangchu meurt sans héritier. Le lendemain, Cixi s'éteint à son tour. Ces deux décès, à 24 heures d'intervalle, suscitent bien des interrogations. Il semblerait que l'impératrice, sentant la mort approcher, ait décidé de supprimer son neveu, afin qu'il ne puisse retrouver son trône. Elle l'aurait fait empoisonner au moyen d'un yaourt à l'arsenic. Sur son lit de mort, l'impératrice Qin désigne comme nouvel empereur le neveu de Jiangchu, Puyi, un enfant de 2 ans et 10 mois. Il est intronisé empereur de Chine le 2 décembre 1908. Sous le nom de Xiangtong, proclamation de la tradition. En attendant qu'il soit majeur, la régence est confiée à son père, le prince Zhang Feng, qui s'empresse de limoger le général Wang Shikai. Cependant, la politique ultra-conservatrice du régent est catastrophique et ne fait que renforcer l'hostilité du peuple envers le régime impérial. Le 10 octobre 1911, une insurrection anti-impériale éclate dans le district de Wangchang, au centre de la Chine. En une journée, les révolutionnaires prennent le contrôle de tout le district et annoncent la création d'un gouvernement militaire républicain.
Nommé chef du gouvernement, le général Li Wang-hong appelle à l'insurrection générale dans toutes les autres provinces de Chine. Alors que le régent Zhang Feng tarde à réagir, les provinces du Sud se rebellent les unes après les autres lors de monarchie. En 6 semaines, 14 d'entre elles sur 18 se rallient à la cause républicaine. Pour tenter de sauver la monarchie, le pouvoir impérial rappelle le général Wang Shikai et le nomme Premier ministre. Tandis que l'impératrice Longhui, veuve de Jiangchu, est nommée régente à la fin de l'année 1911. Le chef de file des opposants, Sun Yat-sen, de retour des États-Unis, où il était en exil, se retrouve élu président provisoire. Le 1er janvier 1912, il proclame à Nankin la République de Chine. À Pékin, le général Wang Shikai négocie avec les révolutionnaires et accepte de se rallier à la République en échange du poste de président de la République de Chine. Conscient que la République est encore fragile, les militaires et les hommes politiques qui se disputent le pouvoir hésitent à supprimer les derniers symboles de l'Empire. Ils préfèrent se ménager une solution de rechange au cas où le nouveau régime déboucherait sur une impasse. Le pouvoir républicain conclut ainsi un accord avec la maison impériale. Celui-ci s'inspire de la loi des garanties promulguée en Italie en 1871, qui assure au pape l'inviolabilité de sa personne, l'immunité diplomatique, la jouissance du palais du Vatican et le versement d'une rente. Cet accord permet à Puyi de conserver son titre impérial, sa cour, le protocole attaché à un monarque étranger et le versement d'une généreuse rente annuelle. Confiné dans la moitié nord de la cité interdite, l'autre moitié étant réquisitionnée par le pouvoir républicain, l'enfant ne dispose d'aucune liberté, même si sa cour tente de donner l'impression qu'il n'est privé de rien. Au printemps 1917, la tension politique est intense à Pékin. Le président Li Wu-hong et son premier ministre s'opposent sur la question de l'entrée en guerre de la Chine contre l'Allemagne du Kaiser. Profitant de l'agitation, le général Zhang, resté fidèle à la famille impériale, entre dans la capitale avec 5000 hommes le 1er juillet 1917 et restaure la monarchie impériale. Puyi, âgé de 11 ans, redevient empereur de Chine. Mais cette restauration n'est pas acceptée par le reste de la Chine. Le Premier ministre prend immédiatement le commandement des troupes républicaines stationnées près de Tianjin. Celles-ci font route vers Pékin, puis encerclent la capitale. L'assaut est lancé le 12 juillet. Des avions survolent la ville et larguent des bombes sur la cité interdite, causant des dommages mineurs. Cette attaque aérienne est la première de l'histoire en Extrême-Orient. Après quelques heures de combat, les royalistes demandent le cessez-le-feu et laissent les républicains reprendre la ville. Pour la deuxième fois, Puyi est contraint d'abdiquer après seulement 12 jours de règne. De 1917 à 1924, Puyi et la famille impériale vivent reclus dans la cité interdite, avant d'être chassés par le nouveau pouvoir qui annule les accords accordant à l'empereur rente et titres. Comme on l'a vu, Puyi n'est pas destiné à régner, mais à l'âge de 2 ans, il ne peut rien faire pour enrayer le déclin et les contestations de l'Empire chinois. Servant de pion et de symbole, Puyi est impuissant et se retrouve spectateur de son propre destin. Il occupe une place à part dans les souverains déchus, contrairement à Louis XVI, Nicolas II ou Charles Ier, il n'est pas exécuté, ni condamné à l'exil comme Napoléon ou le Kaiser Guillaume II. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.